Mesdames et messieurs, Monsieur le Président du CSA, cher Olivier, Mesdames et Messieurs les parlementaires, je vois David, je n'en vois pas d'autres. Bon. Et Mesdames et Messieurs, chers amis, je crois que cette journée a été très riche pour ce que j'ai pu en voir sur la dernière table ronde et pour ce que j'ai pu en entendre aussi, puisque je vous ai suivi à distance. Très riche en débat, très riche parce que la radio est un média populaire, essentiel évidemment à l'exercice de notre démocratie et un média plein de vitalité. C'est sa mission évidemment informer sur les grandes fractures, sur les évolutions du monde. Elle exige votre engagement quotidien. Souvent, elle exige aussi de ses personnels du courage et parfois du courage physique. On l'a vu encore malheureusement récemment avec la disparition de Guylaine Dupont et Claude Verlon de RFI qui ont été tués au Mali et à qui je pense évidemment en cette journée. Après les assises de l'audiovisuel que nous avions organisées en juin dernier, je voulais qu'on consacre une journée entière spécifique à ce beau média qu'est la radio, qui a été souvent négligé dans les discussions, dans les réflexions sur l'avenir du numérique, sur le secteur de la communication. Et c'est pourquoi je tenais à ce qu'avec le CSA, nous puissions organiser conjointement, CSA et ministère de la Culture, eh bien cette journée. Donc merci à Olivier Schrammeck et à toutes les équipes du CSA pour leur contribution importante à la réussite de cet événement. Et merci aussi à la DGMIC et à Laurence Franceschini et à ses équipes pour cette journée de discussion. Alors, il y a encore des mutations à faire dans le secteur de la radio, ceci dit. Elles ne sont pas seulement technologiques, parce que j'ai vu qu'il y a quand même assez peu de femmes qui sont intervenues dans les débats de la journée. Donc je félicite et je remercie les trois qui ont participé. Deux, Catherine, merci d'en avoir été. Donc il y a encore des progrès à faire et dans quelques années, j'imagine qu'elles seront plus nombreuses. Cette journée, c'était un moment d'écoute, d'échange et évidemment... L'objectif de cette journée, ce n'était pas de faire des annonces, des effets d'annonces, mais bien de préparer utilement l'avenir du secteur, aussi bien au point de vue des stratégies d'entreprise, du point de vue des politiques publiques. Tous, nous partageons une même et une seule ambition, qui est d'assurer le succès du secteur radiophonique. L'exemple de 1981, de la libéralisation des fréquences, sous François Mitterrand, a été souvent rappelé au cours de la journée. Cet exemple, il montre aussi un attachement très fort, affectif, à ce que représente politiquement aussi la liberté d'avoir accès à ce média qu'est la radio. Que ces radios soient publiques, et je salue le président de Radio France, qu'elles soient commerciales, qu'elles soient associatives, la radio fait partie vraiment en profondeur de notre paysage de citoyens, de notre paysage démocratique. La radio est d'abord un média qui est fort et qui est puissant parce qu'il est remarquablement réactif face aux évolutions des technologies et aux évolutions des usages. On l'a vu récemment, si vous avez été parfois oublié des débats autour des évolutions numériques, en revanche, les citoyens ne vous ont pas oublié dans leur pratique et vous-même, vous n'avez pas oublié de vous adapter aux évolutions technologiques. C'est ce qui fait sans doute que, et on s'en réjouit tous, bien sûr, vous l'avez fait ce matin, globalement, la radio est un média qui est en bonne santé, moins touché par la crise que la télévision ou la presse. C'est en 2013 le seul média historique à afficher un maintien de ses ressources. Je suis néanmoins, même si je suis contente, heureuse de ce résultat, évidemment, je suis consciente aussi de la fragilité de cette économie. Et c'est pourquoi, je vous l'avais d'ailleurs déjà annoncé, j'avais organisé au sein des services une consultation sur l'évolution des réglementations concernant la publicité à la télévision et que, suite à cette réflexion, j'ai décidé de maintenir la réglementation sur ce qu'on appelle les secteurs interdits de publicité à la télévision.
il était important d'ouvrir ce débat, montrer qu'il n'y avait pas de tabou, mais en même temps qu'il fallait prendre en compte l'équilibre économique et donc une évolution de cette réglementation aurait, entre autres choses, déstabilisé certains autres grands médias, comme notamment la radio. Alors je le disais, le succès de la radio, il tient à son impressionnante capacité d'adaptation à l'évolution du monde. C'est le premier média pour les Français, 43 millions de personnes chaque jour. Par cette proximité, même une certaine intimité avec les Français, c'est évidemment un média qui est tout particulièrement cher à nos concitoyens et qui contribue à renforcer le lien social. C'est un média doux aussi, la radio, un média qui n'est pas intrusif tout en étant très intime. Et c'est sans doute ce qui fait sa popularité. Et à l'heure du numérique, qui pourtant bouleverse tous les secteurs culturels, on constate que dans le secteur radiophonique, il n'y a pas de concurrence entre les nouveaux usages et les usages plus traditionnels, mais il y a une complémentarité qui s'est créée et qui finalement permet aux usages traditionnels d'être nourris, enrichis par les nouveaux usages. Ça a été rappelé ce matin notamment, je crois, par Denis Oliven. La radio, c'est le premier des médias de masse à être entré dans l'ère du numérique avec le développement notamment des écoutes à la demande, des podcasts, avec les nouveaux modes d'écoute, tout en restant par ailleurs le dernier grand média dépendant très majoritairement de la diffusion analogique et notamment en FM. Si elle est de plus en plus, évidemment, concurrencée par la progression des plateformes de distribution de contenu, si elle est rejointe dans son atout, dans sa spécificité d'immédiateté par les sites d'information, par exemple, la radio n'en demeure pas moins le média sans doute le plus souple d'utilisation et de fréquentation. Ça a été rappelé par Alain Veil, André Gattolin, la radio n'a pas de concurrence au réveil ni en voiture. C'est le seul média compatible avec le code de la route. Et c'est un média propice à la coactivité, à la cofréquentation avec d'autres médias. Les évolutions technologiques et le développement des usages sont aussi une chance donc, pour l'écoute des programmes. Même si ces nouveaux modes d'écoute, notamment à la carte, se développent, on constate que l'audience de la radio reste très forte, 3 heures par jour d'écoute pour un auditeur. Donc ce succès-là, c'est la fondation sur laquelle vous bâtissez ensemble la radio du futur. L'audience de la radio sur les terminaux multimédia a, elle, triplé en à peine 3 ans, avec une croissance qui est encore plus accélérée chez les plus jeunes. Alors dans ce contexte, qui nous offre donc un grand nombre de sources de satisfaction, quel est aujourd'hui le rôle de l'État et du ministère de la Culture et de la Communication ? Bien sûr, accompagner, au nom de l'intérêt général, les évolutions qui touchent ces usages. Les modes d'accès, les modes d'écoute, les offres, bien sûr, le financement. Être les garants de l'équilibre de cet écosystème, encore une fois, fragile. Le rôle, l'ambition, la volonté des pouvoirs publics, c'est aussi, et bien sûr, de réduire les inégalités. Et donc, à ce titre, au titre de la réduction des inégalités, la question du numérique est centrale. La diffusion numérique, bien sûr, n'est pas une fin en soi, mais un moyen, peut être un moyen pour dépasser les limites actuelles qu'on connaît sur la diffusion FM, en matière notamment de qualité sonore. C'est surtout un moyen de réduire la disparité de l'offre sur le territoire, ce qu'on pourrait appeler finalement une fracture radiophonique. Aujourd'hui, vous le savez, le CSA l'indique dans ses chiffres, il y a environ 1/3 des Français qui reçoivent au plus une dizaine de services radio FM. Donc le débat sur la diffusion numérique doit rester ouvert. Mais il n'y a pas un projet unique de radio numérique. Il y a différents projets qui ne me semblent pas exclusifs et qui même pourraient se combiner. Le sujet vient d'être évoqué. On doit envisager cette combinaison des solutions numériques pour proposer une offre de services qui soit à la fois riche,
diversifiée et surtout sur tout le territoire, quelles que soient les modalités d'écoute, que ce soit au domicile comme dans les situations de mobilité, tout en préservant évidemment l'économie qui est parfois fragile des acteurs, et en particulier des radios associatives, que je remercie de participer à cette journée, mais aussi des réseaux locaux indépendants. Il y a des pistes qui ont été indiquées par Philippe Lévrier, par Pierre Bélanger, par exemple, et ces pistes doivent être examinées avec intérêt. Évidemment, nous le ferons. Et pour contribuer à la réflexion, mes services ont conduit avec Médiamétrie une étude sur les comportements et les attentes en matière de radio des personnes qui sont situées justement dans ces zones grises où l'offre FM est extrêmement limitée. Ce travail sera mis en ligne dans les tout prochains jours, et j'attends aussi le rapport que le CSA va publier sur le sujet et qui va permettre d'éclairer les réflexions du gouvernement. Nous pourrons ainsi travailler, regarder d'une manière éventuellement ciblée sur cette possibilité de développer la diffusion numérique pour répondre à ces impératifs d'égalité. J'ai parlé d'égalité, mais le rôle de l'État, c'est aussi bien sûr de garantir le pluralisme et la diversité des radios. C'était ça aussi, bien sûr, l'esprit de 1981. Alors, ça passe par l'indépendance de la radio publique, par le soutien aussi aux radios associatives locales, parce qu'elles ont une mission de communication sociale, de proximité. Ces radios associatives locales, elles occupent une place tout à fait essentielle dans notre paysage radiophonique. Depuis 1982, le soutien de l'État se traduit par le FSER, le Fonds de soutien à l'expression radiophonique, qui a pu être préservé des difficultés budgétaires au cours des dernières années, qui s'élèvera pour 2014 à 28,8 millions d'euros, c'est-à-dire 200 000 euros, c'est très peu de baisse par rapport à l'année 2013. C'est donc le signe d'un très fort soutien du gouvernement vis-à-vis de l'ensemble de ces radios. Ce système, il a fait ses preuves et il met en valeur la place toute particulière qu'occupent nos radios associatives dans notre paysage national. C'est donc dans le même esprit et pour marquer le même soutien que j'ai obtenu que la dotation du FSER, qui, vous le savez, avait été gelée jusqu'à présent, soit dégelée et soit donc bien maintenue à son niveau plein et entier. Ces radios, elles sont aussi bien sûr des précieux vecteurs de lien social, et donc la réflexion est engagée en concertation avec les représentants des radios associatives sur les modalités d'octroi des subventions du FSER, afin que le dispositif soit amélioré dès l'année prochaine, je dirais dans quelques mois, dès 2014. Mais le rôle de l'État, c'est aussi garantir la présence d'un service public fort, indépendant, moteur pour l'ensemble des évolutions du secteur de la radio. J'ai salué Jean-Luc Hess, président de Radio France, je salue tous les représentants de Radio France, les professionnels qui font la preuve chaque jour de la qualité du service public et qui font aussi la preuve qu'on peut faire de l'audience avec de la grande qualité. Nous allons fêter bientôt, le 14 décembre, les 50 ans de la Maison de la Radio, et ce sera l'occasion de saluer leur travail. Je veux aussi saluer, bien sûr, les équipes de RFI, de Monte-Carlo Doualiya, qui font un travail remarquable. Là encore, non pas en projetant dans le monde une voix de la France, ce n'est pas une annexe du Quai d'Orsay, le service public de la radio et la liberté et l'indépendance de la presse sont vraiment nos exigences. Mais c'est un regard français qui repose sur ces valeurs justement de la liberté et de l'indépendance de la presse qui permet ainsi d'irriguer en information de qualité des millions de citoyens du monde. Elle montre aussi, ces radios,
à quel point la liberté de ton est aussi un gage de crédibilité. Et enfin, je veux remercier, saluer les équipes de radio des Outre-mer Première qui sont dans le groupe France Télévisions. Alors, malgré les contraintes fortes qui pèsent sur les finances publiques, nous avons fait le choix de maintenir le niveau d'accompagnement du service public radiophonique. Aujourd'hui, le financement de Radio France par la publicité doit rester un financement de complément uniquement. C'est la redevance qui doit demeurer le financement prépondérant de Radio France. C'est un facteur d'indépendance. Cette indépendance, elle n'est pas négociable, c'est l'indépendance de l'audiovisuel public, c'est donc l'indépendance comme l'une des garanties d'exercice de la grande liberté démocratique dont nous avons besoin. Cette indépendance, elle a été renforcée par la loi qui a été promulguée il y a quelques jours sur l'indépendance dans la nomination des présidents de l'audiovisuel public. Et donc, je me félicite évidemment de cette grande avancée qui va permettre à la représentation nationale de nommer les futurs membres du CSA avec un processus tout à fait unique et inédit, associant opposition et majorité parlementaire dans un esprit de responsabilité et là encore au service de l'intérêt général. Et puis le CSA exercera ses missions et ses compétences pour choisir et nommer les futurs présidents de l'audiovisuel public. Mais le rôle de l'État en matière de pluralisme, c'est aussi justement avec le CSA de permettre de préserver l'équilibre entre les différents acteurs privés. La place d'un secteur privé dynamique, diversifié, elle est essentielle dans notre paysage radiophonique. Vous savez que nous travaillons sur l'application du dispositif anti-concentration, qu'il y avait eu un certain nombre de discussions, voire de divergences ou de dissonances sur l'application ou en tout cas l'évaluation des objectifs anti-concentration. Donc le sujet est extrêmement délicat. La mise en œuvre des dispositifs anti-concentration, elle est au cœur des missions du CSA, qui est garant d'une communication audiovisuelle indépendante et pluraliste. Nous partageons avec Olivier Schrammeck le souhait que les préconisations à venir du CSA en la matière puissent être le résultat, là encore, dans ce même esprit de responsabilité qui nous anime aujourd'hui, le résultat d'une large concertation avec l'ensemble des acteurs du secteur de la radio. Il ne faut évidemment pas désarmer la limitation de la concentration, mais si une modernisation du dispositif est possible, en équilibrant bien pluralisme et développement, eh bien, nous l'examinerons de près. La diversité en radio, c'est aussi la diversité culturelle. L'État garde bien sûr toute sa légitimité en la matière. Il lui revient de garantir par une réglementation adéquate la diversité des œuvres qui sont diffusées, le soutien à la création musicale française. Vous savez que c'est un sujet absolument majeur, essentiel. Ça fait partie de l'exception culturelle dont nous sommes si fiers et cela a fait ses preuves en la matière sans nullement nuire d'ailleurs au développement de nos antennes radiophoniques. Vous en avez débattu ce matin lors de la première table ronde. Alors pour avoir justement là encore un état des lieux, un panorama, pour pouvoir éventuellement examiner l'opportunité ou non d'une évolution de certains dispositifs, j'avais demandé au mois de septembre à Jean-Marc Bordes de réfléchir à la manière de conforter la place de la musique sur l'ensemble des médias, et donc y compris sur la radio, bien sûr. Vous savez qu'il y a une très forte attente, un très fort besoin d'avoir une bonne exposition de la musique sur nos antennes, et aussi de la diversité de la musique, car finalement, trop d'homogénéisation nuit à ceux-là même qui parfois diffusent toujours les mêmes œuvres. Donc Jean-Marc Bordes me remettra ses conclusions à la fin du mois de janvier pour que nous puissions en tirer un certain nombre de conséquences.
Donc nous voici parvenus au terme de cette journée d'assises. Je vous remercie de ce travail fourni, de cet engagement, de cette détermination que vous avez manifestée pour faire évoluer, pour travailler ensemble à l'amélioration de notre dispositif dans un secteur qui, encore une fois, va bien, mais qui va bien parce qu'il a continuellement su s'adapter aux évolutions. On sait que Gaston Bachelard était fasciné par la radio. Il disait qu'elle avait fait passer l'humanité de la conversation de café à la parole cosmique. Et donc, elle n'avait de ce fait pas le droit de se répéter, mais le devoir de créer chaque jour du nouveau. Alors, vous avez su témoigner, manifester cette capacité de renouvellement incessant. Et cette journée, je crois, a été fructueuse en écoute, en échange. Elle a contribué à tracer des voies nouvelles, des voies d'inventivité, des voies de développement. Vous le savez, vous pouvez compter sur les équipes du ministère de la Culture, sur leur professionnalisme, sur les équipes du CSA également, et de son président Olivier Schrammeck, auquel je veux rendre hommage pour son implication et son engagement extrêmement rapide dans tous ces dossiers. Nous avons cet objectif-là, de continuer à faire de la radio ce média, le média le plus populaire, le plus aimé, le plus apprécié de nos concitoyens, sans jamais que cela rogne en rien sur nos grandes ambitions en matière de qualité de ce qui est diffusé sur la radio. Je vous remercie de votre travail et de votre attention.